L'eau de votre robinet contient-elle des polluants éternels? Chacun peut désormais le savoir. Les résultats d'analyse sont en ligne. Le gouvernement a publié une carte, une transparence inédite en France jusqu'alors. Les PFAS, comme on les appelle, ce sont ces substances qui peuvent avoir des effets délétères sur la santé, l'augmentation du cholestérol, des cancers ou encore des effets sur la fertilité ou les grossesses. Bonjour Cyril Isaac-Sibylle. Merci d'être notre invité dans le live BFM. Vous êtes député les démocrates du Rhône. Vous avez été chargé par le gouvernement justement de compléter ce diagnostic et la présence de ces polluants éternels qui peuvent parfois conduire à interdire tout simplement leur consommation au robinet. Alors tout à fait. Le principe, c'est que les PFAS, donc c'est ce qu'on appelle les polluants éternels, ils ont été utilisés depuis plusieurs décennies. Et c'est assez particulier dans le sens où moi je suis moi-même député de la métropole de Lyon, là effectivement où a été révélé le scandale de la pollution des eaux potables via la contamination du Rhône et des nappes phréatiques du Rhône. Le principe, c'est que et suite à ça, effectivement, le gouvernement m'a confié effectivement un rapport gouvernemental qui a duré 6 mois où j'ai étudié au niveau international, au niveau européen, au niveau français, vis-à-vis de toutes les agences pour faire le point effectivement sur cette pollution PFAS. Et on se rend compte que cette pollution PFAS est non négligeable et que maintenant, alors j'ai fait plusieurs recommandations, le fait de faire en sorte que justement on aille explorer l'ensemble des utilisations des PFAS, alors d'une part par rapport au rejet des industriels dans les eaux des fleuves et des rivières, et puis d'autre part effectivement qu'on explore aussi quelle était la quantité de PFAS dans l'eau que nos concitoyens boivent et qui est généralement prélevée dans des fleuves, dans des rivières ou dans des nappes phréatiques. Et cette quantité justement de PFAS dans l'eau dépasse parfois largement d'ailleurs parfois les taux autorisés par litre, d'où ces plaintes. Bonjour Maître Julie Cazou, merci d'être notre invitée. Vous êtes avocate au cabinet Seban et associée. Et vous vous occupez de dossiers de plaignants contre des industriels? Oui, exactement. En fait, c'est ce que disait tout à l'heure monsieur le député. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un sujet qui est qu'aujourd'hui, on a une pollution des milieux naturels et notamment donc des nappes phréatiques et de la ressource en eau qui va être utilisée pour approvisionnement en eau potable. Et en fait, cette pollution, il y a non seulement les riverains et les usagers qui la subissent, mais surtout aussi mais également aussi les distributeurs d'eau. C'est-à-dire que les distributeurs d'eau doivent eux aussi également traiter ces pollutions pour s'assurer qu'ils vont distribuer l'eau de la meilleure qualité possible à leurs usagers. Et donc, on accompagne effectivement certains de ces distributeurs d'eau pour déposer plainte contre effectivement les polluants, tout simplement en application du principe pollueur-payeur. Le but est que les coûts que doivent engager les distributeurs d'eau pour faire de la recherche et développement sur les PFAS et pour mettre en œuvre surtout toutes les solutions de traitement, que tous ces coûts soient pris en charge par les pollueurs. Cyril Isaac-Sibylle, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a toujours les résidus, ceux qui se trouvent encore même dans les nappes phréatiques et qui ont tout contaminé. Par définition, ce sont ce qu'on appelle des polluants éternels. Mais enfin, on pourrait déjà limiter la casse aujourd'hui. Alors, plusieurs caractéristiques par rapport au PFAS. Premièrement, c'est des substances, c'est des molécules qui n'existent pas dans la nature. C'est l'homme qui les a créées, et effectivement depuis maintenant 70 ans. D'abord un usage militaire, et puis après, les particularités de ces molécules sont tellement extraordinaires. Elles résistent au chaud, elles résistent à la pression, elles sont hydrophobes, et donc elles sont tellement extraordinaires que malheureusement leur usage s'est répandu dans toute l'industrie. Et donc, on est confronté de manière permanente au PFAS. Vous en avez dans votre téléphone portable, vous en avez dans vos batteries, vous en avez un peu partout. Donc la question, il y a deux choses. Premièrement, c'est limiter l'usage de ces PFAS. C'est aussi une recommandation de mon rapport qui a fait l'objet d'une loi qui a été votée l'année dernière pour restreindre l'usage, et notamment l'usage futile. Ça peut être les fards, c'est les PFAS qu'on retrouve sur les vêtements pour les rendre effectivement imperméables. Ça, c'est restreindre les usages. Et puis après, il y a le problème de la pollution historique par rapport à ces PFAS
qu'on utilise depuis des décennies et que les industriels ont rejeté dans l'eau. Donc, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a la responsabilité de l'industriel qui les a produits. Il y a la responsabilité des industriels qui les utilisent dans leur process industriel. Et puis après, il y a la responsabilité de ceux qui les utilisent. Là, on parle effectivement d'une pollution récente qui a été découverte dans le Haut-Rhin, qui est une pollution liée aux produits qui sont des PFAS qu'utilisent les pompiers pour faire des exercices contre le feu, hein, pour lutter contre des incendies d'hydrocarbures. C'est les PFAS qu'on utilise. Ouais. On les a utilisés dans l'exercice depuis des décennies et c'est pour ça qu'ils ont pollué ces nappes phréatiques. Et toute la question maintenant, c'est voilà, donc la question, c'est comment est-ce qu'on va dépolluer l'ensemble de ces milieux. Et puis, deuxième chose, comment est-ce qu'on traite l'eau qu'on boit, et c'est ça qui est très important. Pour le moment, comme vous le dites, Simon, il y a une recommandation européenne qui dit grosso modo que les eaux doivent contenir moins de 100 nanogrammes par litre. Et ben, en France, il y a plusieurs eaux potables qui dépassent ce seuil qui n'est qu'un seuil administratif et même pas un seuil toxique. Vous parliez du Haut-Rhin, justement, il y a une plainte qui va être déposée lundi contre X par un collectif de 400 personnes. Mais c'est vrai que se pose la question des responsabilités. Qui est responsable? Est-ce que ce sont les industriels qui les ont produits? Est-ce que ce sont les autorités qui gèrent aussi leur présence? On le voit, c'est utilisé bien sûr par les pompiers. Effectivement, c'est vrai qu'on est face à une situation assez délicate et qu'on rencontre d'ailleurs souvent en droit de l'environnement, qui est qu'on est face à une substance à laquelle la réglementation ne s'est que très récemment intéressée. C'est-à-dire que les PFAS, effectivement, donc ça a été utilisé massivement pendant des décennies et sans que, en tout cas, les utilisateurs finaux que pouvaient être, par exemple, les pompiers ou d'autres industriels, disons, d'autres plus petites industries, n'avaient aucune idée, effectivement, des effets que ça pouvait avoir sur l'environnement. Donc, on est sur une découverte qui est extrêmement récente. À ce niveau-là, par contre, effectivement, le fait de savoir que les PFAS ont des effets délétères sur l'environnement de la part d'industries plus importantes, là, effectivement, il y a certains PFAS qui sont interdits depuis 2009 déjà. Donc, on voit effectivement qu'on a cette question de responsabilité qui va se poser, notamment de la part de ceux qui étaient au courant, de la part de ceux qui savaient que ces substances étaient polluantes. Et donc, voilà, effectivement, on a cet objectif de rechercher effectivement les responsabilités de ceux qui, en connaissance de cause ou un peu en quelque sorte en se mettant des œillères, en faisant comme s'ils ne voulaient pas voir, ont rejeté des tonnes et des tonnes de substances polluantes dans les milieux naturels. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. Merci, monsieur le député, d'avoir également été notre invité.